Attends, là, il a démarré, c'est bon. Start the live streaming. Ok. Le gars, il a start the live streaming. C'est bon. Donc, là, c'est démarré. Et juste vérifier le micro. C'est bon. Ouais, nickel, micro, nickel. Système comme ça, et puis... Ouais, voilà, c'est bon. Ok. C'est bon, donc là, on partage juste l'écran. Je partage mon écran. C'est soit l'écran entier, soit une fenêtre, si vous avez une fenêtre de présentation. Ouais, ce sera celle-là. Tac. Je sais pas si... Ah, si ça me présente... Si, normalement, oui. C'est bon. C'est bon? Ouais, cool. Bonjour à tous. Merci d'être là avec cette petite contretemps technique pour arriver à tout faire fonctionner. En tout cas, merci d'être présent aujourd'hui. On va parler de data pipeline, notamment d'event driven, parce que c'est assez à la mode, c'est les nouvelles tendances aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on le fait avec Google Cloud? Moi, je suis Guillaume Blaquière, je suis expert sur Google Cloud. Et voilà, je vais vous parler surtout de Google Cloud, mais il y a des principes qui peuvent se transposer sur d'autres cloud providers si besoin. Donc, je vais parler d'event driven parce que c'est la nouvelle tendance. Il y a plutôt 10 ans, on faisait beaucoup de batch, des gros serveurs Hadoop avec un cluster de machines assez gros. On prenait plein de données, on faisait tourner notre processing pendant une nuit et puis le lendemain matin, on avait quelque chose. Donc, c'est plutôt du batch. C'est de moins en moins à la mode. On fait de plus en plus. Donc, on traite la donnée dès qu'elle arrive pour avoir plus de réactivité, plus de facilité à traiter les données. On retrouve ça dans un petit peu toutes les architectures et dans toutes les documentations. Donc, typiquement, je vous ai mis une documentation de Google, évidemment. Donc, vous pouvez aller sur cette page et puis voir. Et puis, en fait, vous avez une présentation Google Docs, que je vais ouvrir ici, qui va vous donner déjà, par exemple, toutes les icônes de Google Cloud, ça fait des jolis schémas et puis tout ça. Et si on slide un peu plus loin, vous avez des architectures de référence. Je vais arriver, slide 69. Hop. Ici, typiquement, on a une slide de référence. Si je peux le grossir un petit peu, on va la présenter aussi. Hop, ce sera mieux. Une architecture de référence comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a des devices d'un côté, on a des gateways qui vont récupérer les devices. Donc, c'est un petit peu le schéma que je vais vous présenter. Un petit peu de contexte. J'ai travaillé pendant quelques années chez Veolia, même dans une filiale de Veolia qui s'appelle Birds, qui fait des compteurs d'eau connectés. Vous en avez peut-être chez vous. Donc, vous avez des compteurs d'eau qui sont chez vous. Il y a des passerelles qui sont dans la rue, qui récupèrent les données de plusieurs dizaines de milliers de capteurs, qui font des fichiers CSV et qui, toutes les heures, vont les déposer sur le cloud. À l'époque, ce n'était pas le cloud, mais bon, on a transformé ça dans le cloud. Donc, une fois que les fichiers arrivent, là, on peut faire tout plein de traitements. On a PubSub. Donc, PubSub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bus de messages. Il y a un publisher et des subscribers. Donc, c'est simplement un bus de messages. Dataflow, ça va se représenter beaucoup du Hadoop. C'est un cluster de machines. Donc, ce n'est pas un framework Spark ou Hadoop, c'est un framework Apache Beam. C'est la même chose, un cluster de machines qui fait du processing de données. Et ensuite, on peut stocker les données où on veut. Et donc, voilà, on peut le stocker. Donc, soit c'est des fichiers, soit c'est la base de données de documents, soit vous avez du Bigtable, c'est aussi de la base de données de documents, mais avec un high throughput pour écrire et lire à haute vitesse. Et ensuite, vous avez aussi toute la partie data science, analytique, etc. Donc, votre donnée, elle arrive et elle est traitée comme ça d'étape en étape. Pour arriver jusqu'au bout, ici, vous allez servir la donnée via App Engine, un serveur ça vous permet d'héberger des sites web, ou même vous pouvez héberger les sites web sur du Kubernetes ou sur des machines, sur des VM, Compute Engine de base. Ça, c'est ce que vous présente Google Cloud, mais d'autres cloud providers vous présentent les mêmes chaînes de traitement de données. On a d'autres slides un petit peu similaires où justement on a de la donnée qui part d'un côté, de l'autre, on peut la traiter, on peut la stocker, donc c'est assez marrant. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et enfin, le dernier que je voulais vous présenter, donc là, c'est vraiment la puissance de Dataflow avec le même type de processing. Vous pouvez faire ou du batch avec des fichiers ou du traitement de messages en temps réel. Vous faites le même processing qui est unifié.
et vous stockez vos documents dans un système de stockage, hein, ou BigQuery qui est un data warehouse, Bigtable ou storage ou autre chose encore. Et ensuite, vous avez vos data scientists qui font du ML, de l'analyse ou autre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est assez bien, c'est assez magique, c'est assez facile à mettre en place. Les flèches vont dans tous les sens. Bref, c'est la magie du cloud. Alors, pour continuer cette magie, je vais partir, enfin, je vais vous présenter ce contexte avec un cas d'usage assez simple, celui que je vous ai présenté, celui que j'ai eu chez Veolia, où on avait donc des compteurs d'eau connectés qui communiquaient à des passerelles, et ces passerelles vont déposer une fois par heure des fichiers sur Cloud Storage. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est quand même des fichiers bruts qui arrivent de nos qui disparaissent. Hop. Donc, des fichiers bruts qui arrivent directement des devices IoT, hein, ça fait que 100 octets. Donc, c'est vraiment des messages qui sont compressés, très petits. Donc, ces messages, il faut les déchiffrer, il faut les décoder, il faut les valoriser, il faut les enrichir. Donc, c'est Dataflow qui va traiter ça, faire ce processing. Et ensuite, ces données, donc, par compteur qui ont été enrichies, on va les stocker directement dans un data warehouse pour stocker la donnée dans BigQuery. Une fois que ça, c'est fait, c'est très bien. Et BigQuery, si vous connaissez un petit peu le principe, donc c'est un data warehouse, c'est super puissant. Sauf que lorsque vous lancez une requête sur BigQuery, il faut provisionner ce qu'on appelle des slots, des CPU, et ensuite lancer le traitement de la donnée. Ce provisioning prend entre 500 millisecondes et 1 seconde avant même de démarrer la requête. Donc si vous branchez directement votre site web sur du BigQuery, à chaque clic, vous avez au minimum 1 seconde de latence avant que la requête elle commence. Donc si la requête est un peu grosse, ça fait 2-3 secondes. Imaginez un site web, à chaque clic, c'est 2-3 secondes que vous prenez dans la vue. Ce n'est pas très intéressant. Donc, le but est d'extraire les données utiles, celles qu'on veut, et les mettre dans une base de données low latency, donc du Postgre, du MySQL, du SQL Server, ce qu'on veut. Et c'est Cloud SQL sur Google Cloud qui permet d'héberger ce type de base de données. Donc, c'est très bien. On a des données brutes par compteur, mais ce n'est pas suffisant. Mais les données sont par compteur et par heure. Ce qu'on voudrait avoir, ce serait peut-être des agrégats à la journée, à la semaine, voire au mois. Au mois, c'est intéressant pour faire de la facturation. On a aussi, quand on gère des compteurs d'eau, on a ce qu'on appelle des secteurs hydrauliques, des parties de la ville qui sont distribuées. Donc, on voudrait savoir dans ce secteur combien est-ce qu'on a mis d'eau dans le secteur, combien d'eau a été consommée par les utilisateurs. Donc, si on fait entre ce qui est rentré et ce qui a été consommé, et on voit bien la perte. On peut savoir s'il y a des fuites dans le secteur hydraulique ou pas. Donc, on a besoin de faire ce genre d'agrégation. Donc là, pareil, avec BigQuery, donc on a un data warehouse, on lance des agrégats et on va aussi les stocker dans notre base de données Cloud SQL pour les exploiter sur le site web. Et ensuite, on héberge un site web, par exemple, sur App Engine. Voilà. Donc, le principe, c'est celui-là. C'est assez simple. On a un fichier qui arrive, on le traite, on le stocke dans une base de données Analytics, on exporte les données dans une base de données low latency et on affiche les données sur le web. Donc ça, c'est notre cas d'usage de base qui fonctionne bien, qui est très joli. Il n'y a que 5 composants à utiliser. Parfait. Je dis parfait parce qu'il faut savoir comment est-ce qu'on l'implémente sur Google Cloud. Alors, avant de vous détailler exactement comment est-ce qu'on l'implémente, un petit détail de qu'est-ce qui existe sur Google Cloud pour faire de l'event driven. Alors, l'événementiel, qu'est-ce que c'est? On a un producteur d'événements. Ça génère un événement. Il est envoyé quelque part. Le plus souvent, c'est un bus de messages. Donc, c'est là où PubSub va être intéressant. Et ensuite, on a un consommateur qui va prendre ce message et faire quelque chose. Là où l'event driven est intéressant, c'est qu'en fait, quand on a un générateur qui produit un événement, en fait, n'importe qui peut venir s'inscrire à cet événement et le consommer pour faire ce qu'il veut. Donc, quand on veut étendre la consommation des événements, on vient juste s'enregistrer auprès du producteur et ça marche de manière assez magique. Donc, pour produire des événements sur Google Cloud, il va y avoir 2 types d'événements. Donc, il y a des événements plutôt natifs qui maintenant n'existent pas. Alors, ce que j'appelle plutôt natif, ça veut dire que le producteur va être directement lié au consommateur. Il ne va pas y avoir de PubSub au milieu, pas de bus de messages. Donc, il n'y a que 2 produits. Je pense qu'il n'y aura pas plus. C'est plutôt du old school comme façon de faire. Donc, voilà. Donc, ça, il n'y a que ces 2 produits. Sinon, la grande majorité des produits vont utiliser PubSub. PubSub au milieu et des
et des produits qui, nativement, à un moment ou à un autre, vont générer des messages dans PubSub. Donc, Cloud Storage, quand on reçoit un fichier, on va générer un événement. Secret Manager, quand on met à jour un secret dans Secret Manager, un événement est produit dans PubSub. Avec le billing, quand votre billing va au-dessus d'un certain seuil, pareil, un message est émis. Avec des alertes, vous pouvez mettre des alertes sur vos logs. Donc, dès qu'il y a une alerte qui est produite, envoyez un message par email, par Slack ou dans PubSub. Même chose avec Cloud Scheduler. BigQuery, on va voir par exemple des schedule queries, donc des queries qu'on peut programmer pour qu'elles s'exécutent tous les jours à la même heure. Le résultat de cette exécution va être publié dans PubSub. Même chose sur Cloud Build. Quand un build s'exécute à la fin, est-ce qu'il est OK ou KO? Ça peut être dans PubSub. Et dernier élément, Security Command Center, donc qui permet de vérifier les assets et les règles de sécurité sur votre organisation sur GCP. Quand il y a un événement qui s'appelle un findings, eh bien, il est publié aussi dans PubSub. Donc là, c'est les produits qui aujourd'hui, nativement, vont publier dans PubSub. Donc il y a 8 produits. Vous imaginez que sur Google Cloud, il y a plus que 8 produits qui existent. Donc on est un petit peu embêté pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a une sorte de hack qui existe, c'est d'utiliser les logs. Donc en fait, avec Google Cloud, vous avez 2 types de logs. Vous avez les logs d'audit, donc ce que vous faites sur la plateforme, quand vous créez un utilisateur, quand vous créez une machine, quand vous créez quelque chose, ça crée un log d'événements sur le système. Vous avez vos logs à vous, vos logs applicatifs, que vous pouvez loguer aussi. Et avec Cloud Logging, une fonction existe, c'est le sync. Qu'est-ce que c'est que le sync? C'est que vous prenez une entrée du log et vous pouvez l'écrire ailleurs. Ailleurs, c'est où? Dans Cloud Storage, donc vous faites un fichier avec cette ligne de log. PubSub, vous créez un message avec cette ligne de log. Ou BigQuery, vous créez une entrée dans une table dans BigQuery, donc une ligne avec ce log. Forcément, nous, ce qui va nous intéresser pour avoir un système d'événements producer et consumer, c'est la partie PubSub. Donc avec PubSub, donc Cloud Logging, n'importe quoi que vous loguez, vous pouvez faire juste une règle en disant ce type de log, vous avez donc un filtre que vous mettez, ce type de log, ça me génère un événement. Donc même si c'est un log métier que vous avez, je ne sais pas, vous avez un utilisateur qui vient de je ne sais pas quel pays, vous voulez être informé, vous pouvez créer un log avec ça. Il faut que l'application, bien sûr, le trace, mais dès que l'application le trace, vous le captez et vous publiez. Juste une parenthèse sur un autre produit qui s'appelle EventArc, qui a 1 an à peu près. Ça fait à peu près la même chose que ce que je viens de dire. Ça utilise Cloud Logging. Ça crée un sync pour aller écrire un message dans PubSub. Ça crée automatiquement aussi une souscription sur PubSub et qui va pousser un message dans Cloud Run. Donc Cloud Run, ça permet d'héberger des conteneurs de manière serverless sur GCP. Donc en fait, aujourd'hui, EventArc peut être utilisé qu'avec Cloud Run. C'est que pour l'instant. Peut-être que le mois prochain, ce sera différent. Mais en tout cas, voilà. Donc EventArc, c'est juste un sync qui est packagé, qui est plus simple à utiliser, mais qu'avec Cloud Run. Donc là, c'est la partie producteur d'événements sur GCP. On va voir la partie consommateur. Donc, consommateur, de la même manière, il y a aussi la partie cloud native. Donc, avec Cloud Storage et Firestore, on peut y mettre que des Cloud Functions en face. Donc, Cloud Function, c'est quoi? C'est un bout de code que vous mettez et ça fait une fonction. Ça est similaire au Azure Function ou Lambda, si vous connaissez les autres cloud providers. Et donc, on peut lier ces deux événements, ces deux produits avec Cloud Function et c'est tout, pas autre chose. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez limité et je pense que les éléments natifs vont disparaître. Et ensuite, vous avez tout ce qui est HTTP. Parce que chez Google, vous avez, le principe de Google Cloud, c'est que tout est API. Donc forcément, avec PubSub, vous avez des push subscriptions. Donc vous pouvez pousser vers un endpoint HTTP. Cloud Task, de la même manière. Cloud Scheduler, c'est de la même manière. Et en face, forcément, n'importe quel web server qui écoute du HTTP, que ce soit dans du Cloud Run, dans des conteneurs sur Cloud Run, que ce soit des services web sur App Engine, des fonctions. Mais aussi, ça peut être directement des sites web qui sont déployés sur vos machines ou sur du Kubernetes, pas de problème. Il y a même aussi une intégration maintenant avec Cloud Build. Vous pouvez déclencher Cloud Build avec une requête HTTP.
Et c'est pas tout, vous pouvez aussi appeler des services HTTP qui sont ailleurs. C'est pas forcément que chez vous. Vous pouvez appeler un service qui est on-prem, qui est chez Azure ou chez AWS. Donc c'est du HTTP, vous appelez ce que vous voulez. Donc maintenant que l'on sait ça, on va reprendre notre proposition initiale, qui était assez simple. Donc voilà, d'abord ces 5 différents éléments. Et donc je ne sais pas s'il y a des décideurs, des DSI ou des CTO qui sont ici. Donc ça c'est simple. Et vous dites, ouais, ben ça va, là, 3 semaines, mon développeur va arriver à me le faire. 3 mois après, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité n'est vraiment pas la même. La réalité, c'est que vous avez un événement avec Cloud Storage, un fichier qui arrive. Le Cloud Storage, ce n'est pas déclencher un data flow. Donc là, le schéma est très joli. On a Cloud Storage qui déclenche data flow, mais ce n'est pas magique. Il faut ajouter, forcément, il faut capter l'événement de Cloud Storage ici, et il faut créer une Cloud Function qui va déclencher un data flow. Là, data flow, ce n'est pas data flow direct, il faut créer ce qu'on appelle un template avec data flow, et ensuite déclencher un template avec les bons paramètres. Voilà, ça donne un petit peu de gymnastique au niveau de Dataflow pour arriver à faire ça. La deuxième étape, c'était de dire, quand mon Dataflow est fini, je veux extraire les données de BigQuery et les mettre dans Cloud SQL. Donc ça, c'est la deuxième étape. Qu'est-ce qu'il faut faire? Forcément, Dataflow, il n'y a pas de message qui est publié dans PubSub quand Dataflow est fini. Donc pour ça, on utilise notre hack magique. J'ai Cloud Logging. Écoutez quand est-ce que Dataflow est fini, enfin, en tout cas, quand est-ce qu'un Dataflow est fini dans le projet. Donc, s'il y en a plusieurs, on va commencer à falloir mettre des filtres. Et s'il y en a plusieurs du même événement, enfin, du même type de source ici, qui sont concurrents, lequel se finit avant, après, on ne sait pas. En tout cas, on va quand même écouter les logs. Quand on capte la fin de l'événement de Dataflow, on va publier le message dans PubSub. Sur ce message PubSub, on va y mettre quelque chose. Par exemple, une Cloud Function, ça pourrait être un Cloud Run ou autre chose, qui va dire à BigQuery, est-ce que tu peux m'exporter les données de cette table qui ont été créées, me stocker les données dans Cloud Storage, un CSV, et ensuite, quand ça c'est fait, la Cloud Function va dire à Cloud SQL, viens m'importer les données qui sont dans Cloud Storage. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué juste pour un événement de fin de Dataflow. Troisième étape, on veut faire des agrégats et on veut les charger dans Cloud SQL. Donc là, j'ai en tête, super, avec des skills query, on peut mettre une query toutes les heures, et puis on calcule les agrégats, et automatiquement, on a un message PubSub qui est publié à la fin de ma skill query, donc c'est plus simple. On va dire en effet que c'est plus simple. On a donc le message qui est publié dans PubSub à la fin de la skill query, la Cloud Function qui aussi va être plus simple. Ce qu'on avait fait, c'est que comme les agrégats avaient un volume de données qui était beaucoup plus faible, vu que ce sont des agrégats, on a simplement fait la requête dans BigQuery, pris les données directement dans la fonction et écrit directement dans Cloud SQL, sans passer par un export dans un fichier, puis après import de fichiers, c'était un peu trop lourd. En tout cas, on avait fait ça, ça marchait bien, mais c'est vrai que ça demandait un peu de gymnastique. Étape 4. Là, ça ne change pas. On a justement le site à servir avec les données qu'on a dans Cloud SQL. Et donc, voilà. Donc, ce que je veux vous présenter ici, c'est que c'est joli. L'event driven, c'est très bien sur un schéma. Par contre, quand on commence à mettre les mains à l'intérieur, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qui paraît et que ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes, en tout cas, moi qui suis plutôt mes développeurs, qui va avoir à surveiller le service, le faire évoluer. Moi, personnellement, je trouve que c'est le bordel. C'est le bordel pour plusieurs raisons. C'est que savoir ce qui se passe, c'est difficile. Savoir quel dataflow est en train de tourner en fonction de quel fichier en entrée, c'est impossible de faire le lien entre les deux. Voilà. Enfin, en tout cas, les logs sont difficiles à tracer. Lorsqu'on va avoir une erreur, à quel moment dans la chaîne on a une erreur, il va falloir commencer à investiguer dans les logs. Est-ce que c'est la Cloud Function? Est-ce que c'est le Dataflow? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a du query qui est un problème? C'est compliqué. Et ensuite, lorsqu'on a identifié le problème, comment on fait pour relancer le bon événement pour que la chaîne se reprenne au bon endroit à tel moment? Donc ça, ce sont des challenges qui sont assez compliqués aujourd'hui.
Comment savoir si, quand le fichier est arrivé, est-ce qu'on a les données dans le cloud SQL à la fin? Comment savoir si la chaîne entière, la transaction, elle s'est terminée, s'il n'y a pas, ça peut arriver qu'un dataflow prenne plus de temps que prévu, que ce soit celui d'après qui soit terminé avant, etc. La chronologie n'est pas forcément assurée, donc c'est compliqué de savoir ça. Le process métier dans sa globalité, quelles sont les différentes étapes, ne sont pas claires, et notamment quand vous avez des nouveaux entrants dans votre équipe, comment leur expliquer ce qui se passe. Vous pouvez très bien avoir un schéma à côté, un diagramme d'étapes, un diagramme d'étapes qui vous dit à chaque étape, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait déjà que le diagramme soit maintenu à jour par rapport à ce que font les développeurs. Je ne sais pas si vous avez fait de la doc un petit peu, hein, c'est quasiment jamais le cas. Donc voilà, donc en fait, c'est difficile de connaître ça. Encore un autre problème, quand on est développeur, on fait évoluer les call functions ou les queries, on les déploie. Il peut y avoir un problème. Là, j'ai vu qu'il y avait 3 call functions dans ce qu'on a fait. Si quand on déploie, il y en a une qui pose un problème parce que il y a un développeur qui s'est raté à un endroit, comment est-ce qu'on fait pour faire un retour arrière? Est-ce qu'il faut faire un retour arrière de tout? Comment est-ce qu'on assure la consistance de la même version sur toutes les call functions? Voilà, il y a des difficultés à ce niveau-là. Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour tester et assurer la non-régression quand on a justement un système qui est distribué comme ça? Forcément, les tests d'intégration sont très compliqués à faire. Et là, ce n'est pas propre à l'event-driven, c'est en général. Aujourd'hui, quand on travaille avec des microservices, faire un test d'intégration, c'est compliqué. Et c'est vrai que reproduire est aussi difficile la reproductibilité est compliquée. Bref, quand c'est un schéma comme ça, où ça peut partir un peu dans tous les sens, voilà, ça peut poser quelques soucis. Et donc la solution, ça va être de mettre de l'ordre dans tout ce foutoir. Et le but, c'est d'arriver à utiliser ce qu'on va appeler un orchestrateur d'événements. Donc là, Workflow va permettre d'orchestrer vraiment tous les appels qu'on peut avoir à travers des appels à des services Google Cloud ou des API. Des API qui sont ou chez Google Cloud ou ailleurs. C'est des URL, hein, donc vous pouvez appeler un petit peu ce que vous voulez. L'avantage de Workflow, c'est que c'est serverless, vous n'avez rien à manager, vous avez simplement à l'utiliser et puis l'infrastructure va scaler comme vous voulez. Vous payez que le nombre de steps, je vais vous présenter ensuite. Donc il y a des steps, donc des étapes, c'est un appel API. Chaque appel API, c'est un step. Vous payez par step, donc voilà, c'est assez peu. Je crois qu'il y a un free tier qui est assez important. Je crois qu'il y a 2 millions de steps qui sont gratuits par mois. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser un petit peu. Et ce que vous faites, c'est que vous déclarez uniquement du YAML. Bon, c'est un petit peu la mode en ce moment avec tout ce qu'on voit sur Kubernetes. Donc vous déclarez en fait votre workflow. Et en fait, la machine à état qui va lire ce YAML, c'est elle qui, côté workflow, va faire les appels, va dérouler le workflow. Et vous donnez juste une définition de ce workflow à la machine. Et donc, vous avez donc finalement au centre, vous allez avoir un cerveau qui va vous permettre d'orchestrer chacun des appels et d'avoir une visibilité qui est centrale, contrairement à ce que l'on avait avant, où c'était un petit peu la jungle. Donc, quelques features de workflow, vous avez donc la possibilité de faire des boucles, donc d'itérer sur un tableau, d'avoir des étapes de décision. C'est des tests, hein, donc s'il y a cette condition, alors je fais ça, sinon je fais autre chose. Vous allez pouvoir gérer les erreurs. Alors, les erreurs, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez pouvoir faire un appel à une API. Vous allez pouvoir avoir différents codes. Vous allez pouvoir prendre différents codes d'erreur en retour. Erreur 500, erreur 400, par exemple. Entre une 404, où la ressource n'est pas trouvée, et 429, le quota est excédé. Vous savez que 404, la ressource, elle ne va pas y être, donc vous pouvez arrêter le traitement à ce moment-là. 429, le quota est excédé. On peut dire, je vais attendre pendant 1 minute, je vais dormir 1 minute et réessayer ma requête ensuite. Vous allez pouvoir faire des conditions sur les codes retour que vous avez. Tout ce qui est authentification, notamment avec des services de Google Cloud, c'est géré par le produit. Donc, vous n'avez pas à vous embêter à ajouter des headers de sécurité et à générer des tokens pour vous authentifier. Le produit le gère pour vous.
pour du Google Cloud, bien sûr, si vous attaquez un système externe avec une clé d'API externe, forcément, ça, c'est à vous de le gérer. Autre chose d'intéressant, il y a des connecteurs pour les produits de Google Cloud. Alors, qu'est-ce que c'est que des connecteurs? C'est des connecteurs, hein, c'est des modules qui vont vous faciliter les appels à certains produits. On prend l'exemple de Dataflow. Dataflow, quand vous lancez un Dataflow, il peut durer 1 minute, 10 minutes, 1 heure, mais vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous faites normalement avec Workflow? Vous faites une boucle, vous appelez l'API de Workflow, vous demandez si ce job est terminé. S'il n'est pas terminé, vous dormez, je sais pas, 1 minute et vous recommencez l'appel et vous faites une boucle. Donc ça, vous pouvez ou le faire vous-même, ou vous utilisez des connecteurs, vous dites lancez ce Dataflow et votre workflow attend. Et dès que le Dataflow est fini, vous avez un retour comme quoi c'est fini. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc ça va alléger votre code et tout est géré par Google. C'est eux qui le font, c'est eux qui le managent, c'est eux qui le gèrent. Et donc ce sera potentiellement mieux fait que si c'est vous, parce que c'est quand même eux qui connaissent mieux la solution et les API. Vous pouvez passer des variables, donc soit en début de workflow, soit d'une étape à une autre. Donc le résultat d'une étape précédente, d'un step précédent, peut être passé au step qui suit. Et donc ça, ce sera assez intéressant, genre pour les enchaîner et pour avoir au moment du contexte d'une étape à une autre. Et enfin, vous pouvez appeler des API externes. Comme je vous ai dit, ce n'est pas limité uniquement à des produits de Google Cloud. Alors l'interface, à quoi ça ressemble? Vous avez une partie édition, donc hein, c'est du YAML. Forcément, si on n'a pas le YAML, c'est pas top. Et vous avez le graphe qui s'affiche en direct juste à côté. Ce qui vous permet d'avoir de la doc en temps réel. Vous savez ce que fait votre workflow à ce moment-là. Et donc, n'importe qui rentre sur le projet peut voir directement les étapes qui s'enchaînent. Et quand vous avez besoin de faire évoluer votre workflow, vous savez à quoi doit ressembler votre graphe ensuite, parce qu'il y a des conditions, parce qu'il y a quelque chose. Et vous faites les évolutions et directement, vous voyez si c'est ce que vous attendez ou pas. Donc ça, c'est quand même un avantage assez certain. Après, vous avez aussi de la complétion de code et plein de choses qui arrivent ensuite, mais voilà, je vous laisserai le découvrir si vous voulez. Alors, si on reprend notre use case avec ce nouvel ordre, on a toujours les fichiers qui arrivent dans le cloud storage, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que j'ai bon espoir que ça change, on est quand même encore obligé de capter l'événement avec une cloud function. Je ne dis pas que dans quelques jours, parce que dans le 12 octobre, il y a le Cloud Next, donc la conférence annuelle de Google Cloud. Normalement, on pourrait déclencher des workflows directement avec un événement PubSub, avec EventArc, mais c'est encore un peu secret, je ne vous ai rien dit. Donc, on déclenche le workflow. Donc, quand le workflow démarre, eh bien, il fait ce qu'on souhaite. Donc, première étape, c'est quoi? C'est lancer un Dataflow et stocker les données dans BigQuery. Donc, ça, c'est un connecteur. On lance Dataflow et on attend la fin. Quand c'est fini, on va faire la deuxième étape. Deuxième étape, mais qu'est-ce que c'est? On demande à BigQuery d'extraire les données, de les mettre dans Cloud Storage. Donc ça, c'est un export qu'on demande à BigQuery. Quand l'export est terminé, pareil, on le dit à Workflow, et Workflow, à ce moment-là, va dire, très bien, tu prends les données, tu dis à Cloud SQL, importe les données qui sont dans Storage. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'étape 2. L'étape numéro 3, en fait, c'est exactement la même chose. On a besoin de faire une requête dans BigQuery. C'est une requête d'export, c'est une requête d'agrégation, de stocker les données et de les mettre dans Cloud SQL. En fait, ce qui est bien avec Workflow, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle des sub-workflows. C'est des fonctions, en fait. C'est une fonction que vous appelez, vous allez simplement changer les paramètres en entrée et vous allez pouvoir, comme ça, utiliser la même logique, mais avec des paramètres différents. Donc, pour l'étape 3, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une requête d'export, c'est un agrégat. Donc, on demande exactement la même chose. On fait un agrégat, on stocke les données dans storage et on les charge dans Cloud SQL. Forcément, la requête n'est pas la même. Forcément, le fichier dans Cloud Storage n'est pas le même. Forcément, la table dans Cloud SQL n'est pas la même. Mais c'est que des paramètres en début de sub-workflow. Et ensuite, le process est exactement le même. Dernière étape, on arrive avec App Engine. Et App Engine va lire les données dans Cloud SQL comme précédemment.
Donc ici, on ne voit pas de produit en plus. On n'a pas de credit logging qui vient se mettre en plus. On n'a pas de CLED function partout. On n'a pas de scale queries qui va traîner dans BigQuery. On va savoir que lorsqu'un fichier arrive, c'est cette exécution du workflow qui est faite. Donc on sait que c'est ce dataflow qui est fait, qui va créer cette table dans BigQuery, etc., etc. On va pouvoir avoir cette traçabilité de bout en bout parce que c'est workflow, le centre, c'est lui, le cerveau qui va déclencher chacun des événements. Donc, toutes les problématiques que l'on avait avant dans l'event driven, qui était un petit peu la jungle, on va arriver à le canaliser, à le centraliser dans un seul point. Donc, notamment les bénéfices. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, on a un point de contrôle qui est central, donc facile à monitorer. On a la logique, le graphe que l'on va voir apparaître directement dans la console lorsqu'on va construire notre process. C'est plus simple à comprendre, à visualiser, et donc forcément à débugger et à étendre, à faire évoluer. Il n'y a pas donc de produits en plus à utiliser ou à maîtriser. Parce qu'après, il faut être un petit peu un ninja des événements sur Google Cloud pour arriver à brancher tout ensemble. Et enfin, voilà, donc c'est serverless avec un fruitière. Vous pouvez l'utiliser. C'est assez. Je dis, il y a 2 millions d'étapes gratuites par mois. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser au début. Voilà pour la présentation. J'ai un petit mot en plus à dire parce que j'ai des collègues qui étaient avec moi chez Veolia qui maintenant sont partis chez L'Oréal. Ils ont commencé à travailler sur du Composer, donc Cloud Composer, donc c'est du Airflow, donc c'est un produit open source qui permet de gérer des workflows, mais on va dire de manière plus simple. Déjà, c'est du Python et c'est plus orienté pour les entreprises. C'est multi-cloud aussi, parce qu'on peut les mettre sur GCP ou ailleurs. Le problème de Composer, c'est que c'est assez cher. C'est minimum $400 par mois pour une instance. Quand vous avez 10 développeurs, vous voulez que chacun ait son instance pour ne pas perturber les autres, commencer à faire une multiplication, ça fait assez cher. Et ça, c'est l'instance de base. Après, si vous avez besoin de plus de ressources ou plus de workers, forcément, ça va commencer à grossir, à coûter de plus en plus cher. Et depuis que Workflow est sorti, ça fait 1 an, ils sont en train de faire retour arrière et d'éliminer petit à petit les composeurs qu'ils avaient créés et de passer sur du Workflow parce que, pour des raisons de coût, mais notamment parce que Composer commence à être un peu trop cher. Ça fait moins de choses, mais c'est moins cher. Donc il faut savoir si ça vous correspond ou pas. En tout cas, ça peut être une alternative intéressante, au moins pour commencer et pour jouer avec des workflows. Donc voilà, je vais publier les slides sur Twitter. Je vais aussi avec les organes du salon de la data, si je peux les transmettre comme ça, ils seront diffusés. Voilà, j'ai écrit quelques articles aussi si vous voulez. Donc, et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre sur Workflow ou sur les événements en général. Oui, une question. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que Lors du début, j'ai trop d'animation. Dataflow, on ne voyait pas les events pour dire qu'il avait terminé. Oui. Workflow sait que Dataflow a terminé et qu'il doit passer à l'étape suivante. Alors, juste pour ceux qui sont en live, je répète, mais la question, c'est comment savoir est-ce que Dataflow a terminé avec Workflow, en fait. En fait, c'est là où, je vais y arriver ici, tac, 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 on a des, tac, ici, on a des connecteurs. Voilà, en fait, c'est les connecteurs qui, en fait, quand on crée, il y a beaucoup de choses comme ça, même avec BigQuery, quand on crée une requête dans BigQuery, le retour que l'on a, c'est ce qu'on appelle un job ID. En fait, ce job ID, on fait une requête, donne-moi le statut de ce job ID et on attend que le statut soit done pour dire que c'est terminé. Donc ça, on peut très bien dire qu'on le code avec Workflow. Au début, ça se faisait. Au début, les connecteurs n'existaient pas. On avait besoin de faire une boucle. On fait une boucle infinie. On faisait un slip de 10 secondes ou 1 minute et on testait. Et là, on avait les tests conditionnels.
Si j'ai le statut qui est done, à ce moment-là, je continue. Sinon, ben, je redors et je recommence, etc. Et ces connecteurs, oui, le workflow peuvent être utilisés dans d'autres scripts Python. Alors, les connecteurs, c'est fait vraiment pour se connecter avec des produits de Google. En fait, vu que tout est API, quand on veut interagir avec des produits de Google Cloud, on fait un appel API pour créer une compute, pour créer quelque chose. Enfin, on fait toujours un appel API. Donc, en fait, ça package les appels API. Les appels qui sont asynchrones, mais comme ça, on peut très bien dire au connecteur, je veux que l'appel soit synchrone, donc juste on le lance et puis après on laisse vivre sa vie dans son coin. Soit on veut que ce soit synchrone, donc c'est le connecteur qui, lui, va poller de manière régulière et va renvoyer le retour que lorsque ce sera bon. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Comment on positionne Nifi par rapport à Nifi, Apache Nifi. Alors, comment est-ce que je positionne Apache Nifi? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas Apache Nifi. Donc, la réponse est ça. Non, vraiment, je ne connais pas du tout. Je connais Airflow parce que c'est un produit aussi qui est hébergé par Google Cloud, mais je ne connais pas Nifi. Je ne saurais même pas comment l'écrire. NIFI de Corban, non, ok. D'accord, ok. Oui. Est-ce que dans les connecteurs, on peut avoir un workflow qui déclenche un autre workflow? Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un connecteur qui déclenche d'autres workflows? Oui, c'est récent, je crois que ça fait 2 semaines qu'il a été ajouté, mais oui, en effet, maintenant, on peut appeler. Avant, c'était une fonction expérimentale pour appeler d'autres workflows. Maintenant, c'est un connecteur qui est officiel, et on peut en effet faire ça. Aujourd'hui, typiquement, une des choses qui manque et qui est encore une fonctionnalité expérimentale, c'est les exécutions en parallèle. Lorsqu'on veut faire plusieurs appels, plusieurs calls API en parallèle, là, on peut le faire, mais il faut un petit peu bidouiller. J'ai écrit un article, mais là-dessus, si vous êtes intéressé, mais l'équipe chez Google Cloud est en train d'améliorer le produit pour faire des appels en parallèle. Ça peut être intéressant si on veut faire une query dans BigQuery en même temps qu'on lance autre chose à côté. On ne veut pas que ce soit séquentiel, on veut gagner du temps et paralyser les appels. Mais pour l'instant, c'est un petit peu de la bidouille. Mais j'espère que ça va changer assez vite. Dans la gestion après des tâches qui ont été planifiées et qui ont été exécutées, est-ce que c'est un peu comme Airflow, pardon? On peut relancer une tâche individuellement, on peut faire de la Alors, mais la question, est-ce qu'on peut voir les exécutions, voir si c'est passé, relancer une exécution qui s'est mal passée? Aujourd'hui, non. Mais c'est une demande forte. Donc, des testeurs, je suis dans la communauté alpha testeurs de workflow, donc beaucoup de communication avec l'équipe produit de Google. Et oui, il y a beaucoup de demandes mais là-dessus. Mais quelque chose avait été sorti récemment, ça ne va pas être bête, hein, c'est la possibilité de loguer les appels qui sont faits par workflow. Aujourd'hui, il n'y avait pas de log. Donc, quand vous avez un appel qui ne marche pas, vous ne savez pas pourquoi. Donc, c'est assez embêtant. Donc, voilà, rien que le log a été ajouté récemment et le genre de choses. Donc, une visualisation des exécutions va arriver et aussi la possibilité de reprendre une exécution. Et alors, ce qu'on a demandé, on ne sait pas si ça arrivera, c'est aussi, par exemple, de changer des paramètres et de relancer avec des paramètres qui sont modifiés. Par exemple, il y a des timestamps qu'il faut modifier, des choses comme ça qu'il faut modifier. Ça peut être intéressant de le faire. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Voilà. Comme je le répète, dans 3 semaines, il y a le Cloud Next, donc les manuels de Google Cloud. Peut-être qu'il y aura des annonces là-dessus. Surprise. Une petite question en général. Ça semble ajouter pas mal de complexité par rapport à un process classique, cette option-là de message par plus. Et vous dites, quel est l'avantage que vous y voyez au final dans votre use case que vous présentez par rapport à quelque chose de plus classique? Est-ce qu'il y a... Alors, ça dépend de ce qu'on appelle de. Alors, la différence avec ce qui est de plus classique. Qu'est-ce qu'on appelle de plus classique? Est-ce que le plus classique, c'est la partie event-driven ou plutôt la partie, on va dire, plutôt un peu plus ancienne, on faisait du batch, on lançait quelque chose à un moment et on faisait des étapes séquentielles sans faire d'événements? Sur la partie événement, la partie batch, qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'on y gagne finalement? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à la complexité que vous mentionnez et la difficulté de replonger dans le code, dans les codes, etc. En fait, c'est 2 paradigmes différents.
si on prend le parallèle, il y a beaucoup de discussions entre est-ce qu'il faut faire une architecture en microservice ou du monolithe. C'est un peu le même débat en fait. Il y a des fois où fonctionner en batch, ça va fonctionner très bien. Je sais pas moi, pour entraîner un modèle de machine learning, le faire une fois par semaine par batch, c'est très bien. Il n'y a pas besoin que ce soit au fil de l'eau, mais en permanence. Ça va vraiment dépendre de votre cas d'usage et de la réactivité que vous voulez. Normalement, l'événement, c'est dès que quelque chose se passe, on est informé et on fait le traitement. Voilà, c'est plus rapide. L'avantage aussi de faire ça, c'est qu'on va traiter la donnée au fur et à mesure qu'elle arrive. On ne va pas l'entasser et ensuite créer une grosse machine ou un gros serveur ou un gros cluster pour dépiler toute la donnée à la fois. Avec des problèmes de reprise, des problèmes de consistance, des problèmes. Voilà, là, c'est que des parties unitaires. L'event driven a aussi été popularisé par tout ce qui est serverless. La possibilité de facilement scaler up et down avec les lambda, avec les fonctions. Dès que quelque chose arrive, on fait un traitement. Et s'il y a plein de choses qui arrivent, ben, ça scale et on fait tous les traitements en parallèle et puis c'est fini. Voilà, c'est une évolution. Ça ne marche pas pour tous les use cases, mais c'est vraiment la tendance que prend aujourd'hui le marché de tout faire en temps réel. On veut tous avoir des informations tout de suite et donc forcément, c'est pour ça qu'on le fait. Mais si on peut s'en passer, pourquoi pas s'en passer, hein, il n'y a pas d'obligation en fait, de faire de l'event driven quand on traite de la data. Après, il ne faut pas non plus que ça traîne trop. La data aussi met de la valeur en fonction de la fraîcheur de la donnée. Si vous traitez la donnée au bout d'une semaine, peut-être qu'elle a moins de valeur que... après, ça dépend aussi de la donnée, de ce que vous voulez faire. C'est sûr que si vous faites des commandes à votre fournisseur une fois par semaine, vous traitez les données la veille pour savoir combien de stock est sorti de votre entrepôt, ça peut suffire une fois par semaine avant de faire la commande. Toujours pareil, ça dépend vraiment du métier et du contexte. D'autres questions? Ok. Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions, soit sur Twitter ou LinkedIn, où vous voulez, sinon dans les couloirs, si vous me croisez, il n'y a pas de souci. Hein. Ça me met toujours un plaisir. Merci à vous. Une petite question. Le produit, pour vous, il est production driven, c'est-à-dire que, parce que là, j'ai l'impression que la stabilité, c'est pas Alors, le produit aujourd'hui, il est en general availability